Et c'est le chef du service des publics et de la communication des archives départementales que nous recevons aujourd'hui pour comprendre, pour apprendre l'histoire du football à Mayotte. Insa de Ngizij, bonjour. Bonjour Anne et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent Alors, à cet on instant. va directement droit au but, comme diraient certains. Quand et comment a été introduit donc le football à Mayotte? L'arrivée du foot à Mayotte s'inscrit dans un contexte particulier. Le contexte particulier de cette époque, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le conflit qui a débuté en Europe en 1939 va s'exporter petit à petit vers des territoires qui n'étaient pas forcément concernés directement par les combats. Donc c'est dans ce contexte-là que les belligérants vont exporter le conflit dans leurs colonies. Ça arrive à Mayotte par le biais des Anglais et non pas par les Français. C'est-à-dire en 1942, quand les Anglais, par un jeu de stratégie, ont débarqué à Madagascar en mai 1942 et en juillet 1942 à Mayotte, ils vont amener avec eux cette pratique qui est d'origine anglaise. Donc, un ballon de foot. Et puis, c'est ainsi que va être introduit ce sport à Mayotte. Donc, ce sont les Anglais qui vont jouer entre eux d'abord ou tout de suite ils vont proposer à des Maoris de jouer contre eux ou avec eux? Parmi les nombreux contacts que les Anglais vont avoir avec la population locale, notamment en Petite Terre, ça va être, en plus des échanges concernant les nourritures, il va y avoir le contact avec les jeunes et les adolescents. C'est-à-dire que le foot va établir le contact, le lien entre la jeunesse, les adolescents de l'époque, et l'armée anglaise qui était en stationnement à Pamandzi. Alors donc, il va y avoir un terrain qui va être un petit peu, comment dire, Aménagé. aménagé. Oui. Ça va être ça. Ça sera où? C'est sur la plage? C'est où? En fait, il va y avoir plusieurs endroits où on pratique le foot, mais le terrain qui accueillait les tournois, c'est le terrain où se trouve l'actuelle mairie de Dzaoudi et l'abattoir. Donc c'est ce terrain-là, qui était vague à l'époque, qui a accueilli les compétitions, les tournois entre les Anglais, les militaires anglais et les jeunes de Pamandzi de l'abattoir. Alors, j'ai cru comprendre que les Anglais battaient les Mahorais tout le temps, jusqu'à un fameux 14 juillet. Ce qui est tout à fait normal quand on considère que le football est né en Angleterre et que les militaires qui sont arrivés ici ne sont pas arrivés complètement vierges de cette pratique-là. Alors que les Mahorais, là, découvrent un football. Donc, ils sont en phase d'initiation. Sauf que, comme ils avaient l'habitude de perdre, ils vont créer la surprise le 14 juillet 1943 par un certain Benjamin Abdallah qui va lui porter le Stella Sport, donc l'équipe pamandienne, et ils vont arracher la victoire 2-1 contre les militaires anglais. Donc c'est la première victoire mahoraise dans le monde du foot. Alors, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Lui, il était à Saint-Davouang, je me rappelle. Et justement, Saint-Davouang et tout ce quartier où ensuite s'est installée une équipe qui s'appelait Olympique de Pamandzi. Mais aussi, c'est un quartier où il y avait pas mal de joueurs, ou plutôt des jeunes originaires de Madagascar, venus un peu plus tard. Et ça a aussi permis d'installer le sport à Mayotte, le foot à Mayotte, ces échanges avec Madagascar, avec les Comores, avec les Mahorais étudiants qui allaient dans ces régions-là. Pour l'époque, la Petite Terre et surtout Pamandzi constituent le phare en termes de modernité à Mayotte. Donc, parce qu'il y avait l'école, et l'école a attiré pas mal de gamins venant de Grande Terre et qui étaient scolarisés en Petite Terre. Donc, il va y avoir ce noyau-là à Saint-Navouang avec les Mahorais originaires de Madagascar, les Mahorais originaires du Sud. Donc, on va avoir ce noyau-là qui va, par l'école, être porté par le sport. Et quand ils ont quitté l'île pour aller notamment poursuivre leurs études à Madagascar, ils vont accentuer cette pratique-là parce que c'était une pratique de loisir. Donc, c'est sur les terrains de foot, autour d'un ballon rond, que les élèves mahorais, les élèves comoriens, les élèves malgaches, qui sont en internat à l'époque, se retrouvent pour se détendre.
Et parmi les élèves mahorais, vous avez une Sabamana, Abdourazak, le commandant Bouana, et Martial Henry, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il a une histoire particulière sur le foot. Et ils vont se retrouver autour de ce ballon rond. Donc, quand ils rentrent à Mayotte, ils rentrent avec un ballon et continuent la pratique, continuent leurs entraînements dans les villages. Donc, c'est par ce biais-là et par ces élèves-là que le foot va essaimer un peu partout sur le territoire. Alors, on a appris également qu'à l'époque, finalement, le foot n'a pas été toujours bien vu parce que c'est un sport de contact. Donc, parfois, il y avait des blessés et il n'y avait pas l'hôpital partout. Donc, les parents se méfiaient. Et puis, c'est aussi un sport où tout le monde veut gagner, qui pouvait entraîner parfois des frictions entre villageois. Oui, tout à fait. En fait, le sport, cette crainte-là de la brutalité que les coups pouvaient engendrer sur le corps était assez présente à Mayotte. Parce que si on imagine qu'il n'y a pas les dispensaires à l'époque. Donc, quand on est blessé dans le nord de l'île, par exemple, en Samboro, il faut prendre une pirogue, un bateau, enfin une pirogue, un voilier pour aller jusqu'à Dzaoudi pour être soigné. Donc, vous voyez bien que les parents ne sont pas en mesure de le faire et surtout ont la crainte que les gamins ne puissent pas arriver à l'hôpital et qu'ils décèdent avant. Donc, ils vont avoir cette crainte-là. Ils vont éloigner leurs enfants de la pratique du football. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que c'est vu comme une autre oisiveté. Donc, à l'époque, on a besoin des enfants sur les champs. On a besoin des enfants pour aller à l'école coranique. Donc, cette oisiveté-là qui vient s'ajouter à des activités déjà bien établies dans le planning du quotidien, pousse les parents à éloigner quand même leurs enfants de cette pratique. Pourtant, tout à l'heure vous citiez les noms, mais les grands noms de l'histoire de Mayotte ont tous quasiment fait du foot, sans passer par le foot. Vous parlez tout à l'heure donc de Benjamin Abdallah, Souf Sabili, Martial Henry, Madim Lamali, Yahya Bouanaïdi, Marcel Henry, Abdallah Mami, Andrien Giraud. Tous, c'est les constructeurs de Mayotte, on va dire ainsi, en tout cas politiquement, ont tous fait du foot parce qu'il y avait quelque chose de particulier? Parce que c'était l'activité nouvelle, parce que c'était l'activité qui rassemblait les jeunes de leur époque. Aujourd'hui, on a peut-être d'autres activités. On élève des chiens, par exemple, en bande organisée. Mais eux, ils avaient le foot. Donc, par le foot, ils ont pu tisser des liens autour du foot. Juste une amitié qui est née autour d'un stade de foot, c'est l'amitié entre Ali Soualihi, qui deviendra plus tard président aux Comores, et Martial Henry. Donc, c'est à Mahamasna, lors d'un entraînement interscolaire, que les deux personnalités se retrouvent et nouent des liens. Donc, au-delà du ballon rond, on a bien une pratique sociale et des liens qui se tissent autour du ballon. Alors plus tard et même encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes Mahorais essayent de s'identifier à des grands noms de footballeurs. On voyait écrit sur les cahiers, les livres, les tables, mais aussi sur les murs, des surnoms. Certains se donnaient des surnoms. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais ces noms affichés un peu partout, certains que je ne connaissais pas. Alors c'était les Copa, Rocheteau, Tostao, Mila, Pécou, Maradona, Larios, beaucoup de joueurs de Saint-Étienne. Ça, c'est culturel à Mayotte. Beaucoup de jeunes encore se donnent des surnoms de grands footballeurs. Oui, et cela traduit bien l'évolution du football mahorais. Parce que si au début, on avait du tapé foncé, là, on cherche à s'identifier à des joueurs qui ont une certaine maîtrise technique, une certaine maîtrise des systèmes de jeu. Donc, on voit bien que par le surnom qu'on se donne, on va chercher la qualité du football qui était véhiculé notamment par l'AS Saint-Étienne. Alors, juste avant 86, il n'y avait pas de télé à Mayotte, donc le foot se regardait ou s'imaginait par la radio, mais aussi par des magazines. Oui. Alors, on a, par exemple, je sais que beaucoup d'élèves essaient d'être copains avec Darwesh Daou, qui est journaliste chez nous en ce moment, parce que c'était celui qui pouvait et qui avait des livres. Alors, c'était les 11 mondiales, France Football, et il les gardait jalousement. Alors, donc, à l'école, il fallait être copain avec lui pour pouvoir regarder quelques photos, voilà. Mais il n'y avait pas de télé et la Coupe du Monde, ça se vivait à la radio. Oui, la Coupe du Monde essentiellement à la radio, jusqu'à l'arrivée de la télé, où on a pu voir
les gens se retrouvent, parce que la télé, quand elle arrive, elle ne s'impose pas tout de suite dans tous les foyers. Mhm. Donc, il y avait un foyer où il y avait une télé et on se regroupait autour de cette télé pour regarder un match, notamment les matchs de l'équipe de France. Et c'était aussi une pratique sociale, c'est-à-dire, comme les Mahorais avaient perdu un certain nombre de choses en communauté, ils se retrouvaient autour de cette télé-là pendant un match pour vivre cette communauté-là. Donc, j'avais une télé chez moi, mais j'allais regarder chez les copains pour être avec les copains. Donc, au-delà, on voit bien que le foot est aussi créateur de liens sociaux. Et jusqu'en 1986, certaines mairies organisaient également des projections publiques avec des vidéoprojecteurs. Alors, c'était des matchs enregistrés la veille ou 2 jours auparavant qui étaient diffusés. Je me rappelais, alors c'était à l'abattoir, à la mairie de l'abattoir, et puis il y en avait un, je crois que c'était au niveau de la jetée de Mamoudzou. Ça, c'était en 86. Ça créait justement ce que vous dites là, le lien social qui était vraiment important. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer cela avec les situations qu'il y a. D'ailleurs, la mairie de Mamoudzou n'organisera pas de projection publique. C'est un peu dommage parce que le sport, comme vous dites, permettait de créer des liens sociaux, permettait de créer de l'amitié, etc. Euh, Comment est-ce que vous voyez les choses avec la jeunesse d'aujourd'hui à Mayotte, qui certains pratiquent le sport ou le foot et d'autres préfèrent plutôt aller se bagarrer ou... Ça, c'est les évolutions d'une société. On n'a pas forcément de jugement à porter. On peut juste constater et l'expliquer pour Mhm. le fait que peut-être le sport, il n'est pas assez bien organisé dans les collectivités, dans les mairies, le sport d'une manière générale. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment des agents de terrain pour prendre en charge un certain nombre de jeunes qui souhaitent peut-être faire du sport, mais qui peut-être envisagent de devenir professionnels demain. Il y a aussi cette ambition-là, et c'est ce qui a changé avec la télé, c'est qu'on a aujourd'hui des gamins qui s'identifient à des joueurs et ils veulent devenir comme leur idole. Donc ça les pousse à être plus présents dans les entraînements, etc. Donc peut-être à encourager cette dynamique-là pour essayer de former l'élite sportive de demain. Alors, les premiers Mahorais professionnels, c'était euh, Maoulid. Maoulida, Maoulida. Toafilou Ouais. Maoulida. Avant lui, il y a eu quelques tentatives, mais c'était plutôt vers La Réunion. Oui, Beaucoup de Mahorais étaient recrutés ici par des équipes réunionnaises. oui, tout à fait. Il y a eu Onduna, il y a eu d'autres qui ont fait l'expérience réunionnaise, notamment Ali Shamsuddin, il a connu, journaliste Ahmed Première a Mhm. connu l'expérience réunionnaise. Donc on voit bien qu'il y a du potentiel et que ce potentiel-là, il mérite peut-être d'être accompagné et suivi pour former le monde sportif de demain. Toafilou Maoulida, premier professionnel, mais pour l'instant, on n'a pas encore de Mahorais en équipe de France. Ça pourrait être l'autre défi qu'attendent les Mahorais. Pour l'instant, certains préfèrent se tourner vers l'équipe nationale comorienne et ça crée parfois des rivalités. Le sport est aussi de la politique. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Quand on fait des choix, on, on doit être en mesure de les assumer ou au moins de les expliquer parce que le sport n'est pas en dehors de la politique. Moi, je n'ai j'ai pas de jugement personnel à porter, mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est un choix qui fera débat parce que dans l'opposition Mayotte comorienne, Mayotte française, etc., euh, basculer, jouer pour une équipe comorienne est récupéré par les élus comoriens pour en faire un étendard. Donc, bon, moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Le foot féminin, son développement à Mayotte, ça a changé aussi le regard des Mahorais sur le football. Je me rappelle, les premiers matchs étaient assez difficiles parce que beaucoup ne voulaient pas ou interdisaient, ne voulaient pas voir les femmes être, les filles, les jeunes filles être en short. Mais certains comme Nemati Toumoudani ont réussi à amener ce foot se féminiser. Oui, le foot féminin à partir de 1991 avec des jeunes de Cavani, ils ont su développer le foot féminin, puis les Pamandiennes l'ont accaparé, se l'ont accaparé, et puis ça s'est développé sur tous les territoires. Cela démontre qu'il y a eu des évolutions de mentalité, parce qu'on est dans un contexte d'une société musulmane, donc
porter un short et jouer au foot, c'était pas évident, mais on a quand même aujourd'hui plus de 500 licenciés en section féminine. Merci à vous. Alors donc dimanche, le journal télévisé de Maître La Première sera avancé à 18h pour vous permettre donc de suivre la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde au Qatar, suivi du premier match donc de cette Coupe du Monde Qatar-Équateur à 19h30. Merci à vous donc Insa de Gizijou d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Merci à vous.